Vous vous posez des questions sur le 7900 X3D puisqu'apparemment AMD ne l'a fourni à quasiment aucun testeur pour pouvoir voir ce que ça donne au niveau des performances. Eh bien, on va tenter de répondre à cette question juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Microsoft a peut-être arrêté de vendre des clés Windows 10 Home et Pro sur son store le 31 janvier pour tenter de faire passer le plus de monde possible vers Windows 11, mais vous pouvez toujours trouver et acheter des clés Windows 10 sur le site du sponsor de la chaîne, Godil24, qui passe maintenant sur ses promotions de printemps, où vous trouverez des clés légales et abordables pour Windows 10 Home et Pro, ainsi qu'Office 2021. Et si vous passez par les liens fournis dans la description de la vidéo, n'oubliez pas d'utiliser le code de la chaîne VCG50 pour 50% de réduction sur les clés Windows, ou le code VCG62 pour les clés Office ou les packs Office plus Windows. Et en bas de la page sur le site, vous trouverez également les différentes indications pour procéder au paiement par PayPal. Et chaque licence activée et achetée est permanente et le site garantit la validité de ces clés et vous rembourse en cas de problème en contactant l'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ils vous accompagneront en cas de problème. Et comme d'habitude, merci à ceux qui passent par Godil24 pour acheter leur clé Windows, puisque ça aide la chaîne à rester en vie tout en ayant pour vous une clé Windows au bout. Donc merci à Godil24 et merci à vous. Alors avant de parler du 7900 X3D en particulier, et pour bien comprendre à quoi on a affaire ici, je pense qu'il est important de rappeler plusieurs choses sur les Ryzen en général, et sur ces Ryzen 7000 X3D en particulier. Donc déjà la base, les Ryzen depuis quelques temps sont sur une architecture à base de chiplets, là où chez Intel on est toujours pour le moment sur une architecture dite monolithique, et ce choix de design, ça a son importance aussi pour les performances finales. Et pour tenter de simplifier ça au maximum, alors en gros, un processeur monolithique, c'est un processeur qui est designé et gravé en un seul bloc. Intel ensuite, par exemple, segmente ses différentes gammes en procédant à des découpes dans certains processeurs qui valident pas à telle ou telle fréquence, ou pas avec tel ou tel nombre de corps, puisque quand on grave un processeur monolithique, on a toujours des rejets, des processeurs qui valident pas pour telle ou telle raison, et on les recycle dans les gammes inférieures. Et chez AMD par contre, l'approche depuis quelques générations, c'est les chiplets, et en gros AMD design une base sur son architecture, les fameux 8 corps 16 threads que l'on retrouve depuis la génération Ryzen 3000, qui est un CCD. Et pour faire par exemple un Ryzen avec 16 corps 32 threads, AMD va mettre deux de ses puces 8 corps 16 threads sur une base commune qui leur permet de communiquer entre eux, et une troisième puce qui est l'IO-Die qui lui va communiquer avec la carte mère ensuite. Donc avec les chiplets, en gros, AMD a éclaté la fabrication de ses processeurs en plusieurs puces différentes. L'avantage, c'est surtout les coûts de production pour eux et la simplicité de faire une gamme très complète avec comme base une seule puce, donc le CCD, qui est utilisable à la fois sur les PC de bureau ou sur les processeurs pour serveur par exemple, et c'est vrai que jusqu'ici, pour AMD, ça semble plutôt leur réussir. Mais les chiplets, ça n'a pas que des avantages, puisque pour que les différentes parties du CPU puissent faire circuler les données ou se répartir les tâches, c'est moins efficace qu'une puce monolithique, puisqu'avec une puce monolithique, les données à l'intérieur circulent plus rapidement, tout simplement, parce qu'il y a moins de distance à parcourir et moins d'intermédiaires. Alors pour certaines tâches, ça n'a pas vraiment d'importance, tout ce qui est encodage, applicatif, avec une multitude de corps par exemple, on va dire que la perte induite par le chiplet est souvent plutôt minime. Par contre, il y a un domaine où le chiplet est un petit peu plus gênant, c'est le gaming, puisque pour les jeux, ces étapes intermédiaires en plus, avec les chiplets, c'est de la latence, et la latence en plus, c'est jamais une bonne chose dans le monde du gaming. Et pour corriger un petit peu ces problèmes liés à la latence, AMD a procédé en plusieurs étapes à chaque nouvelle génération de processeurs depuis l'arrivée des chiplets. En gros, on a des améliorations de ce côté-là. Puisqu'il y a une chose qui est vraiment hyper importante dans les processeurs, que ce soit pour AMD ou pour Intel, et ça, AMD l'a bien compris, c'est le cache. Bon, je vais encore devoir ramasser tout ça, mais bon, le cache, pour simplifier ça au maximum, c'est de la mémoire intégrée au CPU lui-même. Et il y a plusieurs niveaux de cache, donc le cache de niveau 1, c'est celui qui est le plus proche des corps, et on va dire que c'est aussi le plus rapide et souvent le plus petit. On a ensuite le cache de niveau 2 qui est un peu plus loin et souvent plus gros, et enfin on a le cache de niveau 3 qui est souvent beaucoup plus gros et plus éloigné également des corps eux-mêmes. Et par exemple, quand ce cache de niveau 3 est rempli, on va dire, on passe sur la RAM système, et c'est pareil là aussi, si celle-ci est à un moment remplie également, on passe par exemple sur le stockage, donc sur le disque dur ou sur un SSD. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on passe une de ces étapes, on s'éloigne à chaque fois du processeur lui-même, on va dire, et c'est de plus en plus lent, ça rajoute de la latence, enfin bref, le cache de niveau 3, c'est super pratique, surtout en gaming,
puisque plus on en a, au moins on a besoin de faire appel à la mémoire système, à la RAM, et donc fort logiquement, ça permet de gagner en performance et d'éliminer une partie des besoins en bande passante système en RAM, et donc peut-être aussi d'éviter d'acheter de la RAM très chère. Donc pour pallier en partie aux soucis des chiplets, AMD a dans un premier temps rajouté de plus en plus de cache de niveau 3 sur ses différentes puces processeurs, mais un des autres gros problèmes du cache de niveau 3 par exemple, c'est que ça prend aussi énormément de place sur un die, et ça n'aide pas non plus dans tous les types d'applications, voire très peu dans le monde professionnel. Donc en mettre une énorme quantité sur un CCD classique, je dirais, qui se fait décliner à la fois sur les processeurs grand public et professionnels, c'est pas forcément génial. D'où cette idée qui est apparue avec les Ryzen 5000 pour AMD, d'ajouter au-dessus de sa puce classique une couche de cache de niveau 3 en plus, le fameux 3D V-Cache qui est donc stacké, empilé au-dessus d'un CCD classique. C'était donc la naissance du 5800X3D l'année dernière, qui a permis à AMD de proposer un dernier processeur sur la plateforme AM4 avec de très bonnes performances en gaming, qui permettaient de rivaliser un petit peu avec les nouveaux processeurs de chez Intel qui venaient de sortir, tout en rajoutant simplement du cache en plus sur une ancienne architecture. Et une des grandes questions qui revenait souvent à l'époque, c'est pourquoi il n'y a pas eu de 5900X3D ou de 5950X3D. Comme on va le voir ici, il y a sûrement plusieurs raisons à ça, et ça nous amène donc au Ryzen 7000 X3D. Et donc pour les Ryzen 9 7000 X3D, AMD a choisi de faire une architecture hétérogène pour les 7900 et 7950 X3D, avec un CCD avec 3D stacking et un autre CCD normal, lui à côté, le même que l'on retrouve sur les 7900 ou 7950 X classiques. Et une architecture hétérogène, en gros, c'est pas si différent au niveau des avantages inconvénients que ce que fait Intel par exemple avec ses P-Core et E-Core, donc les gros corps, petits corps. Et je pense que côté processeur, c'est une approche qui est amenée à se démocratiser, je pense. C'est quelque chose que l'on verra de plus en plus pour certaines applications. Et concrètement, je pense que c'est pas la dernière fois qu'AMD nous proposera une architecture hétérogène, donc fallait bien qu'il se lance dans le bain, j'irai à un moment ou à un autre. Bon, AMD a choisi de le faire là, maintenant. Est-ce qu'ils étaient prêts pour le faire? Ça, c'est une autre question. Mais une des grandes questions qui est apparue, c'est pourquoi AMD n'a pas choisi de faire des puces avec 2 CCD, avec 3D stacking. Alors déjà, il y a une histoire de coût. Un CCD stacké, ça coûte plus cher qu'un CCD normal, et ça peut foutre en l'air un CCD normal tout à fait fonctionnel, si le stacking, par exemple, ne se passe pas bien au moment de la fabrication. L'autre raison probable, c'est que les CCD stackés, ça monte moins haut en fréquence que les CCD non stackés. Donc pour les performances applicatives, si on avait eu 2 CCD avec 3D V-Cache avec une fréquence maxi d'environ 5 GHz, au lieu d'un seul chiplet avec 3D stacking et un chiplet normal qui grimpe bien plus haut en fréquence, le 7950X3D par exemple aurait eu de bien moins bonnes performances en applicatif que ce qu'il propose avec cette architecture hétérogène. Et à la vue des premiers tests, comme on pouvait s'en douter, le 7950X3D est effectivement légèrement en dessous du 7950X classique en applicatif, sans être pour autant dramatique. Mais c'est vrai que si les deux CCD avaient eu du 3D V-Cache stacké, les performances en applicatif auraient été encore moins bonnes. Ce qui aurait pu amener à des situations assez étranges où par exemple le 7900X classique aurait peut-être été pas très loin de ce 7950X avec 2 CCD 3D V-Cache. Et là, je vous vois venir, vous vous dites, mais nous, on s'en fout, on veut du 3D stacking sur les deux puces parce qu'on fait que du gaming. Alors je comprends tout à fait l'idée, et ce serait sûrement un petit peu plus simple sur certains aspects problématiques que l'on aura l'occasion de voir plus tard, mais je pense qu'il est aussi bon de se rappeler de plusieurs détails quand même assez importants, c'est que déjà, à l'heure actuelle, les jeux ne tirent pas vraiment parti de plus de 8 corps. Déjà, les jeux qui tirent plus que 4 ou 6 corps, c'est plutôt rare. Alors 8, ça l'est encore plus. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas certains jeux qui s'étalent plus si on a plus de cordes disponibles par exemple, mais ça ne veut pas dire non plus que ça apporte énormément de performance en plus qu'avec simplement 8 corps par exemple. Donc une seule puce 8 corps avec 3D stacking, en réalité c'est plutôt suffisant, et chez Intel c'est pareil, le 13900K, c'est 8 gros corps et 16 petits corps. Et en gaming, c'est bien les 8 gros corps qui sont vraiment importants, puisque les 16 petits, en gros, en jeu, ils servent à rien. Et je dirais même, il vaut mieux qu'ils ne soient pas utilisés en gaming, puisque quand ça arrive, on a déjà vu le cas par exemple sur Star Citizen, les performances s'écroulent totalement. On veut vraiment pas que ces 16 petits corps arrivent
à un moment ou à un autre à être utilisés en jeu à la place des 8 gros corps classiques. Et une autre chose qui est quand même important de comprendre, c'est que même si on avait eu 2 CCD avec 3DV cache, ça serait toujours parfois moins performant, puisque si on prend l'exemple du 7950X, il arrive parfois qu'en gaming, il soit moins rapide que le 7700X, tout simplement parce qu'il y a communication entre les deux chiplets, et ça fait perdre du temps, ça fait perdre des performances, là où le 7700X n'a pas ce problème puisqu'il est tout seul. Donc si on avait 2 chiplets, 2 CCD avec 3DV cache, on pourrait retrouver des problèmes similaires à chaque fois qu'un des chiplets essaierait de communiquer avec l'autre. Donc si on prend tous ces petits ou gros détails en considération, je pense qu'en réalité, l'approche d'AMD est relativement correcte et plutôt logique également. Il n'y a pas vraiment d'avantage particulier à avoir 2 CCD avec 3DV cache plutôt qu'une approche hétérogène comme ils l'ont fait ici. Après, ça c'est en théorie bien évidemment, puisqu'en réalité, l'approche hétérogène, ça vient aussi avec son lot de problèmes. Puisque pour avoir les performances optimales en gaming, par exemple, il vaut mieux que les jeux n'utilisent que le CCD avec 3DV cache plutôt que l'autre, même s'il doit y avoir quelques titres où avoir une plus haute fréquence est plus avantageux que d'avoir le cache en plus. Mais bon, ça je dirais, ça devrait pas être à nous de décider si c'est le cas ou pas. Et pour faire en sorte que les jeux utilisent le CCD qui va bien, AMD a bossé avec Microsoft, ça passe par la Game Bar sous Windows. Alors oui, je sais, quand on dit optimisation, Microsoft et Game Bar dans la même phrase, ça fait pas franchement rêver, ça fait même plutôt un petit peu peur, et effectivement, c'est pas parfait. Puisque pour faire en sorte que tout se passe bien avec ce 7900X3D ou avec le 7950X3D, c'est quand même pas très très simple, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, puisque par exemple il y a des options dans le BIOS, c'est plutôt bien caché dans le BIOS, pour faire en sorte que le CCD qui soit le plus mis en avant du côté de la carte mère, ce soit le CCD avec le 3DV cache. Il faut également que le système d'exploitation soit bien mis à jour et soit bien à la dernière version, tout comme la Game Bar qui doit vraiment être à la dernière version pour pouvoir fonctionner correctement. Il faut aussi que les pilotes de la carte mère soient bien à la dernière version, donc quelque part on rajoute aussi une surcouche pilote à la partie processeur ici chez AMD, ce qui est jamais hyper intuitif ou pratique non plus. Et même au niveau du Windows lui-même, il faut par exemple que les réglages de la consommation sous Windows soient réglés en mode équilibré et non pas en mode performance, sinon ces différentes optimisations ne fonctionnent pas. Et une fois que tout ça c'est fait, il faut aussi que tout fonctionne bien les uns avec les autres et qu'il n'y ait pas de problème du côté software pour que votre hardware fonctionne de manière optimale. Et on le sait, le software, c'est parfois un petit peu le talon d'Achille du hardware, un petit peu la même chose qu'avec les drivers GPU par exemple. Donc déjà, dans les différents tests du 7950X3D que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est pas toujours parfait. Par contre, avec le 7900X3D, là je dirais que c'est un petit peu encore pire, puisque j'ai l'impression que certaines optimisations qui ont été faites pour le 7950X3D ne prennent pas vraiment en compte les spécificités du 7900X3D qui n'a lui que 6 corps. Et c'est vrai que pendant un bon moment je m'étais posé la question également, est-ce qu'AMD va faire du 6+6 ou du 8+4 pour ce 7900X3D? Et en faisant les différents tests, à la limite j'aurais préféré que ce soit du 8+4 que du 6+6 ici. Puisqu'il est bien important de comprendre que sous Windows, en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous allez être en train de jouer, Windows va essayer de faire en sorte de bloquer l'utilisation du jeu sur les corps avec 3D stacking. Donc avec le 7950X 3D par exemple, il y a 8 corps avec le 3D stacking qui vont fonctionner. Les autres corps sans 3D stacking, en gros, sont mis en pause. Ils ne sont pas vraiment désactivés, puisque s'il y a besoin, ils vont être utilisés. Mais on va dire que pour jouer, la plupart du temps, ils seront plus ou moins inactifs. Et le gros problème du 7600X3D, c'est que j'ai l'impression que les optimisations ont été faites avec le 8 corps en tête, sauf qu'ici c'est du 6 corps plus 6 corps, et assez régulièrement dans certains jeux, on avait les 6 corps qui étaient utilisés, et assez régulièrement, je voyais que ça cherchait à utiliser des corps en plus à côté, ce qui faisait énormément descendre les performances, puisque si on était vraiment limité à juste 6 corps 12 threads, ça chercherait pas à les piocher sur le chiplet d'à côté, et on aurait probablement des performances beaucoup plus stables et bien meilleures la plupart du temps, et on verra que c'est le cas dans certains jeux. Alors dans certains cas, on peut contourner le problème en forçant l'utilisation du CCD stacké avec des programmes comme Process Lasso par exemple, mais ça marche pas à tous les coups non plus. Alors après, la bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'il y a de grandes chances que ces petits problèmes de jeunesse soient corrigés à un moment ou à un autre avec des mises à jour par exemple de la Game Bar,
ou du Windows, ou j'en sais rien, ou des drivers aussi du processeur du coup. Mais je rappelle également hein, qu'à son lancement, par exemple à la sortie de la génération 12 chez Intel, on avait aussi des petits problèmes avec les gros corps et les petits corps, et il y avait par exemple certains jeux qui ne se lançaient pas du tout, des programmes anti-triche qui ne fonctionnaient pas non plus, ou qui posaient problème avec cette nouvelle approche hétérogène, mais tous ces petits problèmes de lancement ont été corrigés par la suite, soit par des patchs dans certains jeux, soit par des améliorations du Windows ou ce genre de trucs. Mais bon, quoi qu'il arrive, pour l'instant, on a surtout l'impression d'être un gros bêta-testeur quand on utilise ce processeur, et ça reste un problème potentiel avec cette nouvelle gamme, Ryzen 9 X3D, c'est qu'ils auront besoin d'être mis à jour côté software dans le temps, ou à la main, hein, j'en sais rien, puisque bon, ce qui serait plutôt cool également, c'est qu'AMD nous laisse un petit peu la main, par exemple avec Ryzen Master, pour pouvoir par exemple désactiver un DCCD sous Windows, ou le mettre en pause complètement, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y a vraiment que les 6 ou 8 corps qui sont utilisés, et que ça ne vienne jamais déborder sur l'autre. Donc bref, pour l'instant, la gestion des corps en gaming, la plupart du temps, ça fonctionne pas trop mal, il n'y a rien à faire de particulier, une fois qu'on a tout installé et tout configuré, la plupart du temps ça fonctionne bien, mais le problème c'est les moments où ça fonctionne pas bien. Et c'est vrai que c'est vraiment pas plaisant du tout quand on paye aussi cher un processeur, on voudrait que tout soit parfait, et pour le moment, c'est pas le cas. Donc ça ne peut que s'améliorer avec le temps, mais ça reste quand même quelque chose à garder à l'esprit quand on achète un 7900 X3D ou un 7950 X3D, c'est qu'il peut y avoir tous ces petits problèmes qui peuvent venir baisser les performances en jeu de votre processeur, et c'est quelque chose qui n'apparaîtra pas du tout avec le 7800 X3D, puisque lui il n'aura pas le problème, puisque tout comme le 5800 X3D, lui il n'aura qu'un seul CCD stacké. Mais bref, après cette longue mise au point, on va voir ce que ça donne du côté des performances maintenant. Bon, au niveau des specs, je passe vite fait dessus parce que c'est pas vraiment hyper intéressant. La chose à retenir, c'est qu'au niveau des fréquences, la puce avec 3D stacking, donc le CCD avec 3D stacking, ça grimpe aux alentours des 5 GHz en utilisation. Le CCD à côté qui n'a pas de 3D stacking, lui, va aller plus haut la plupart du temps. On va dans les 5.5, donc c'est un comportement plutôt classique ici. Pour le test lui-même, plusieurs choses à prendre en compte. Du côté des processeurs Intel, alors j'ai mis uniquement le 13700K à stock en face du 7900 X3D. Alors ce sera mis à jour au fil du temps puisque j'ai pas mis les autres processeurs Intel que j'avais déjà testés par le passé. Tout simplement parce que j'ai changé à la fois de carte mère et de RAM sur ma plateforme Intel. Du coup, tous les anciens tests ne sont plus réellement à jour avec cette nouvelle RAM. Du coup, la comparaison par exemple avec le 13700K n'est pas tout à fait correcte. Alors j'ai changé de RAM tout simplement parce qu'avec l'ancienne RAM que j'utilisais, j'avais des problèmes sur la plateforme AM5 qui ne tenaient pas les DDR5 6000 avec cette RAM là, et j'avais plus ou moins tout essayé, il n'y avait rien à faire. Bon, du coup maintenant j'ai réinvesti dans un autre kit de RAM, j'ai pris de la G-Skill Neo Z5 6000 MHz en casse 30, qui coûte maintenant environ 150 € et qui marche très bien à la fois sur la plateforme AM5 et sur la plateforme Intel. Pareil en ce qui concerne mes chiffres sur la plateforme AM5, j'avais testé il y a quelques mois le 7700X, du coup je l'ai remplacé par un 7600 à l'heure actuelle, qui a lui été testé également avec la nouvelle RAM, qui passe maintenant à 6000 MHz au lieu de 5800 auparavant, et sur une nouvelle carte mère également. La M4 par contre, ça change pas, puisque bon, il n'y a rien qui a vraiment changé sur la plateforme depuis, et les détails de la config dans l'ensemble, c'est dans la description de la vidéo comme d'habitude. Au niveau des jeux, j'ai également enlevé Rust pour le moment, il reviendra plus tard, c'est juste que là actuellement, j'essaie de réfléchir à une façon de le tester de manière un petit peu plus simple et constante, on va dire, ce qui n'est pas forcément évident vu le jeu lui-même, vu comment il fonctionne. À la place, pour le moment, j'ai rajouté Hogwarts Legacy, et c'est probablement un jeu qui restera lui aussi sur les tests processeurs, puisqu'il est quand même particulièrement lourd à certains endroits. Comme d'habitude, on commence avec Blender, et du côté des performances applicatives, on voit que le 7900X 3D, on est certes légèrement en dessous de l'i7 13700K, mais c'est très proche dans l'ensemble, et on voit qu'on est quand même un bon cran au-dessus, par exemple du 7600, c'est plutôt logique, vu qu'on a le double de corps, et même par rapport au 5800X 3D, on est quand même à un autre niveau ici. Sur N-Break, c'est un petit peu la même chose, on voit que le 7900X 3D, c'est certes beaucoup plus performant que le Ryzen 7600 par exemple,
mais c'est vrai que l'i7 13700K est plus efficace en ce qui concerne l'encodage que l'architecture Zen 4, ça on le savait déjà, mais ça se ressent ici particulièrement. Tout viré, par contre, on observe que le 7900X3D et le 13700K sont ici encore une fois plus ou moins au coude à coude et largement au-dessus des processeurs avec moins de corps. On enchaîne avec les petites simus qui vont bien. Alors on commence avec Factorio du côté du gaming. Et là, ce qu'on peut observer, j'ai mis deux chiffres différents pour le 7900X3D, puisque de base, à stock, par exemple, au niveau des performances, on voit que le 7900X3D avait des performances relativement proches du Ryzen 7600, mais on était aussi quand même assez distancé par le Ryzen 5800X3D, par exemple. Mais en forçant l'utilisation du corps avec 3D Cache, eh bien on voit que ça se passe tout de suite beaucoup mieux, puisque là, maintenant, on a des performances supérieures au 5800X3D, même si c'est pas une différence absolument démentielle, mais on est quand même un petit cran au-dessus. Et c'est un petit peu la même chose avec Stellaris, puisque comme on peut le voir ici, quand j'avais laissé le processeur à stock, les performances n'étaient pas franchement délirantes pour ce 7900X3D. Par contre, en forçant l'utilisation sur les corps avec le 3D Cache, et bien là on voit que les performances sont tout de suite bien meilleures, et là on repasse enfin devant le 5800X3D. Mais ce que l'on peut noter également, c'est que le 13700K d'Intel s'en sort aussi vraiment très bien sur ce jeu-là. En réalité, celui-ci est vraiment juste derrière, mais il n'y a pas grand-chose à dire. On enchaîne avec du gaming plus classique avec Uplectel Requiem. Alors ce qu'on observe ici, c'est qu'en 1080p, le 7900X3D s'en sort plutôt pas mal. On voit qu'on a quand même un joli gap de performance par rapport au Ryzen 7600 tout court. On voit qu'on est quand même un bon cran au-dessus du 5800X3D. Par contre, ce qu'on note aussi, c'est que le 13700K d'Intel s'en sort vraiment très bien sur ce jeu-là aussi. Et on voit que sur les 1%, par exemple, celui-ci reste quand même un petit cran au-dessus par rapport au 7900X3D. On passe ensuite sur Assetto Corsa Competition, et là, ce que l'on voit, c'est vraiment un jeu où le X3D fonctionne vraiment très très bien. C'était déjà le cas avec le 5800X3D, qui restait devant même le 13700K à l'heure actuelle. Et bien là on voit que le 7900X3D c'est encore un bon cran au-dessus. Donc on voit que sur ce jeu-là, que ce soit au niveau de l'average ou des 1%, le 7900X3D se comporte vraiment très très bien, ça marche très fort. Pour Battlefield 2042 par contre, c'est tout de suite un petit peu moins impressionnant, puisqu'ici on est certes un petit cran au-dessus du Ryzen 7600 tout court. Par contre, par rapport au 5800X3D, certes, le nouveau processeur est un petit peu au-dessus, mais c'est quand même pas la dinguerie totale. Et on voit d'ailleurs que sur ce jeu-là, le 13700K s'en sort un petit peu mieux puisqu'il est un petit cran au-dessus, que ce soit sur l'average ou sur les 1%, et ce jusqu'en 4K. Sur Cyberpunk 2077, c'est un petit peu la même histoire. Alors c'est un jeu qui fonctionne souvent mieux sur les processeurs Intel, et ça se voit ici, puisqu'on est quand même un bon petit cran au-dessus par rapport au 7900X3D, même si, par rapport au Ryzen 7600, on voit qu'on a quand même un beau gain de performance, et ça permet de combler un petit peu le retard qui était quand même assez conséquent auparavant. Par contre, on voit que même par rapport au 5800X3D, c'est pas forcément absolument incroyable. On enchaîne sur Destiny 2, et ici, on voit qu'entre le 7600 et le 7900X3D, il y a quand même un joli gap. Par contre, c'est vrai aussi que par rapport au 13700K, dans l'ensemble, c'est plus ou moins les mêmes performances, particulièrement sur les 1%, l'expérience de jeu sera quasiment identique. Pour Far Cry 6, alors c'est un autre jeu qui fonctionne traditionnellement plutôt bien sur les processeurs de chez Intel, ça se voit ici, par rapport par exemple au Ryzen 7600, on voit que le 7900X3D permet quand même un joli gain de performance. Et ce gain de performance, ça permet de se remettre plus ou moins au niveau par rapport au 13700K d'Intel, même si on reste toujours un petit cran derrière, mais rien de dramatique. On enchaîne ensuite avec Final Fantasy XIV, alors MMORPG généralement, on sait que le X3D ça fonctionne plutôt pas mal, ça se ressent ici encore une fois par rapport au 7600 classique, il y a quand même un joli gain de performance. Par contre, si on le compare au 5800 X3D ou au 13700K d'Intel, alors certes, on est un petit peu au-dessus sur l'average et les 1%, mais c'est une différence plutôt marginale dans l'ensemble, c'est vraiment très proche par rapport à ces deux autres processeurs. Pour Fortnite maintenant, alors c'est plutôt décevant dans l'ensemble, puisqu'on peut observer par exemple que le 5800 X3D est même légèrement devant le 7900 X3D ici. Par contre, on voit que le 13700K d'Intel est très clairement un petit cran au-dessus des deux autres. On voit qu'entre le 7600 et le 7900 X3D ici, on gagne pas grand chose. Alors, est-ce que c'est un de ces jeux où les corps ne sont pas bien dispatchés, on va dire? C'est fort possible, mais dans l'absolu, à stock ici, c'est pas forcément incroyable.
Sur Forza Horizon 5, alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'au niveau de la V-Reg, on a un joli petit gain de perf par rapport au 7600, mais par contre, au niveau des 1%, ça change pas grand-chose, et même par rapport au 5800 X3D, de ce côté-là, bon, c'est plutôt kiff-kiff. Puisque je le rappelle encore une fois, les 1%, c'est peut-être ce qui est le plus important dans l'histoire. Si on a un average très élevé et des 1% immondes, au final, l'expérience de jeu est pas terrible. Ici, bon, c'est très bien, hein, dans l'absolu. On est plus ou moins au même niveau sur les 1% que le 13700K. C'est de très bonne performance, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de gain notable par rapport au Ryzen 7600 ici. Pour Guild Wars 2 maintenant, alors, les barres paraissent absolument énormes sur le 7900 X3D, mais encore une fois, le plus important ici, ce sont les 1%. Et à ce petit jeu-là, on voit par exemple que le 13700K d'Intel est légèrement devant. Donc certes, ça fait quand même beaucoup mieux que le Ryzen 7600, mais en réalité, c'est le 13700K ici qui est le vainqueur. On voit que le 5800 X3D est vraiment à peine derrière dans l'ensemble. Donc bref, ça reste d'excellentes performances, mais c'est pas non plus complètement incroyable. Horizon Zero Dawn, alors c'est vraiment le type de jeu où je me suis dit que là, le 7900 X3D ne tournait pas aussi bien qu'il ne pourrait le faire, puisque là on voit qu'au niveau des performances, on est vraiment très très proche du Ryzen 7600. On voit que le 5800 X3D est plus ou moins au même niveau de performance aussi, et on voit surtout que le 13700K est devant, ce qui est assez rare sur ce jeu-là. La plupart du temps, c'est un jeu qui favorise les processeurs AMD, mais en tout cas à stock. Alors j'ai tenté de bloquer l'utilisation des processeurs sur les 6 corps, ça fonctionnait pas, puisqu'à chaque fois il essayait de taper sur un corps en plus, et c'est probablement ça qui faisait baisser les performances du 7900 X3D sur ce jeu-là. Sur Spider-Man Miles Morales, ça se passe pas trop mal pour le 7900 X3D ici, même si encore une fois le gain de performance est certes assez sympathique par rapport au Ryzen 7600, c'est pas non plus une dinguerie totale. Vis-à-vis du 5800 X3D, c'est pas non plus un gain de performance absolument délirant. Par contre, ce qu'on note aussi, c'est que le 13700K est confortablement devant, que ce soit sur les 1% ou sur la V-Reg. On retrouve ensuite Flight Simulator, et c'est encore un jeu où j'étais plutôt déçu ici, et où j'avais l'impression que le 7900 X3D ne donnait pas le meilleur de lui-même, puisqu'ici on est vraiment quasiment exactement au même niveau que le 5800 X3D. Alors ça reste beaucoup mieux que le Ryzen 7600, est-ce que c'est vraiment le maximum à attendre pour ce 7900 X3D ici ? Je sais pas trop. On reste quand même un bon cran au-dessus par rapport au 13700K. Donc on voit que le 3DV Cache fonctionne pas si mal ici. Age of Empire 4, par contre, bon, on le voit tout de suite ici. On voit que le processeur d'Intel est quand même largement au-dessus, que ce soit sur les 1% ou sur la V-Reg. Malgré tout, le 7900 X3D se comporte plutôt pas mal. On a un gain de performance plutôt appréciable par rapport au Ryzen 7600, et même le 5800 X3D, on est un petit cran derrière, sur les 1% principalement, mais rien de dramatique non plus, ça reste très jouable quoi qu'il arrive. Pour Hogwarts Legacy, alors ce qu'on observe ici, c'est que dans l'ensemble, par rapport au Ryzen 7600, on a quand même un joli petit gap au niveau des perfs, ça améliore les performances dans l'ensemble, particulièrement en 1080p et en 1440p, par contre en 4K, alors je sais pas trop ce qui se passait, mais les performances chutaient à chaque fois, un petit peu comme avec le 13700K. Alors il semble y avoir un bottleneck quelque part, d'une façon ou d'une autre, mais c'était un petit peu étrange ici. En 4K, le 7900 X3D faisait moins bien que le Ryzen 7600 tout court. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Ce qu'il est important de noter quand même, c'est au niveau des 1%, on voit que le 13700K est vraiment très clairement un bon cran au-dessus par rapport au 7900 X3D ou 5800 X3D, donc ici très clairement c'est avantage à l'architecture Intel. On enchaîne avec Shadow of the Tomb Raider, et là c'est plutôt décevant, puisque ce que l'on peut observer ici c'est qu'au niveau des 1%, ça fait moins bien que le 5800 X3D. Alors est-ce que c'est une histoire de nombre de corps? Est-ce que c'est parce que le 7900 X3D va taper dans l'autre CCD à côté? Je sais pas trop, mais les performances étaient quand même relativement décevante. Bon, ça reste très 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 jouable, on est plus ou moins au même niveau de performance que le 5800 X3D ou le 13700K, dans l'absolu ça change pas énormément, c'est juste un petit peu bizarre. Star Citizen ensuite, alors on savait déjà que le 5800 X3D ça fonctionnait vraiment très très bien sur ce jeu là, on voit aussi que le 13700K fait plus ou moins jeu égal avec celui-ci, et on voit également que le 7900 X3D, on est dans les mêmes eaux, très clairement, les trois processeurs sont vraiment au coude à coude. On est quand même un petit peu mieux que le Ryzen 7600, donc on voit que le X3D ici nous apporte un petit gain de performance, mais c'est plutôt marginal. C'est plus sur les chutes de FPS que ça se ressent. Donc dans l'ensemble, c'est un petit peu plus stable. Pour le 13700K, encore une fois, il faut vraiment désactiver les e-core, sinon les performances sont absolument immondes. Donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal pour le 7900 X3D, mais ça apporte pas vraiment quoi que ce soit de particulier. C'est peut-être juste le moteur du jeu qui est vraiment
en manque d'optimisation aussi. Alors sur Star Wars The Old Republic, ce que l'on peut noter, c'est qu'au niveau de l'average, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, sur les 1%, on fait clairement mieux que le Ryzen 7600 ou même le 13700K ici. Donc c'est plus sur les chutes de FPS que le X3D se démarque un petit peu. Dans l'ensemble, on reste très très proche du 5800 X3D et celui-ci se comporte plus ou moins de la même façon la plupart du temps. Pour StarCraft 2, alors on voit que sur l'average, on a un joli petit gap de performance. Par contre, sur les 1%, entre le 5800 X3D et le 7900 X3D, on gagne pas grand chose, hein, donc en réalité, l'écart de performance est plutôt minime, et on voit aussi que le 13700K tourne plus ou moins dans les mêmes eaux. Pour The Rift Breaker maintenant, alors, encore une fois, on voit qu'entre le 5800 X3D et le 7900 X3D, c'est pas la dinguerie, c'est juste un tout petit peu mieux. Par contre, on est quand même un bon petit cran de performance en plus par rapport au Ryzen 7600, ça c'est clair. Mais ce que l'on note aussi surtout, c'est que c'est le 13700K qui s'en sort le mieux, que ce soit sur l'average ou les 1%. Pour Warhammer Vermintide 2, alors c'est un jeu qui marche très fort sur les X3D, ça se voit ici encore une fois. On voit que entre le 5800 X3D et le 7900 X3D, il y a quand même pas énormément d'écart, c'est vraiment très très proche, mais c'est vrai que l'écart par rapport au Ryzen 7600 est quand même plutôt appréciable. Et on voit que même si le 13700K est légèrement derrière ici, ça change pas grand chose la plupart du temps, c'est vraiment très très proche. Pour Total War Warhammer 3, alors le 13700K est très clairement le vainqueur ici, puisqu'on voit qu'en 1080p, au niveau des 1% particulièrement, c'est quand même un bon cran au-dessus. On voit qu'entre le Ryzen 7600 et le 7900 X3D, par contre, on a quand même un joli petit gap de performance. On voit que le 5800 X3D est légèrement derrière, uniquement en 1080p. Dans l'absolu, pas vraiment de grosse évolution ici avec ce nouveau processeur. On passe ensuite sur World of Warcraft. Et alors, très clairement, le 7900 X3D s'en sort plutôt bien, particulièrement sur les 1%, même par rapport au 5800 X3D, ici, on a quand même un joli gain de performance. Par contre, ce que l'on note aussi, c'est que le 13700K se comporte quasiment tout aussi bien, les performances sont excellentes, on est quasiment au même niveau d'expérience de jeu dans l'absolu, que vous preniez l'un ou l'autre, ça va plutôt bien se passer. Et enfin, on a Yakuza Like a Dragon, alors c'est intéressant, puisque là, ce que j'ai pu faire, c'est voir la différence de performance en bloquant avec 6 corps uniquement avec 3DV Cache, et le comportement à stock juste à côté, et on voit quand même que ça fait une différence assez massive sur le jeu, et c'est très clairement un des jeux où je pouvais observer que le processeur allait souvent chercher à utiliser un corps ou deux en plus à côté, plutôt que juste se contenter des 6 corps avec 3DV Cache, donc je pense qu'il y a un manque d'optimisation de ce côté-là, et ça fait quand même une sacrée différence, particulièrement en 1080p et en 1440p, où là les performances décollent, tout simplement, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc ici, quand ça fonctionne bien, c'est vrai que le 7900 X3D, c'est plutôt pas mal, on est un bon cran au-dessus du 5800 X3D, on gagne quand même pas mal de performances par rapport au Ryzen 7600, et ça nous amène au récap des performances. Alors ce qu'on peut observer, c'est que le 7900 X3D fait plus ou moins jeu égal avec le 13700K dans l'ensemble, c'est vraiment très proche, que ce soit sur l'average ou les 1%, même si le 13700K sur les 1% justement a un léger avantage, mais rien d'absolument délirant non plus. Et par rapport au 5800 X3D, alors certes, on a une augmentation des performances au global, c'est très clairement un petit cran au-dessus, et très clairement, l'écart de performance entre le 7600 et le 7900 X3D est beaucoup plus appréciable qu'entre le 5800 X3D et le 7900 X3D. Alors après, il est quand même important de rappeler que le 7900 X3D a peut-être un petit peu de marge à la hausse par la suite, quand les différents bugs de driver, d'optimisation de Windows et tout ça seront un petit peu mieux gérés, on pourrait gagner un petit peu de performance encore. Au niveau de la consommation, par contre, alors là, très clairement, le 7900 X3D s'en sort plutôt pas mal, puisque au niveau de la consommation, par exemple sous Blender, en pleine charge, alors on voit que le 13700K c'est 218 watts de consommation, et très clairement, chez moi, même avec un all-in-one de 280 mm, ça trottelait au niveau des températures, on allait taper les 100 degrés, là où le 7900 X3D consommait uniquement environ 120 watts, pour avoir des performances similaires au 13700K. Donc au niveau de l'efficacité énergétique, c'est quand même très clairement en faveur du 7900 X3D ici. Au niveau du gaming, par contre, alors encore une fois, le 7900 X3D est très clairement plus efficace au niveau de la consommation que le 13700K, mais on voit qu'en moyenne, on a uniquement 20 watts d'écart entre les deux. C'est pas non plus absolument délirant. Par contre, dans les jeux qui tirent le plus, ici c'est très clairement Battlefield 2042,
On voit qu'on a des pics à 138 watts pour le 13700K, là où le 7900 X3D allait jusqu'à maximum 95 watts. Donc c'est quand même un écart parfois quand même assez important. Alors au final, ce 7900 X3D, bon, déjà il y a des points positifs, comme on vient de le voir, du côté de la consommation. C'est vraiment hyper efficace d'un point de vue énergétique, hein, en applicatif ou en gaming. C'est plutôt du tout bon de ce côté-là. Au niveau des performances, bon, dans l'ensemble, en applicatif, on est un petit peu en dessous d'un 13700K, donc ça reste de très bonnes performances en applicatif, hein. En gaming, on a vu aussi que c'était plutôt comparable au 13700K. On est un bon cran au-dessus du Ryzen 7600 tout court. On est un petit cran au-dessus du 5800 X3D, pas non plus énormément, ça semble plutôt correct, mais le problème, c'est pas vraiment ses performances au final, c'est plus son placement tarifaire, puisque ça coûte environ 700 € à l'heure actuelle. Pour 700 €, on peut faire un combo carte mère processeur avec un 13700K, ce qui la fout un petit peu mal, hein, puisqu'au niveau des performances, il n'y a rien qui démarque ce 7900 X3D par rapport au 13700K, du coup. À qui se destine vraiment ce 7900 X3D? Je vois pas trop, puisque si on cherche vraiment les meilleures performances applicatives et gaming, même chez AMD, on a une option plus intéressante, c'est le 7950 X3D. Et si on veut des performances juste gaming, on a le 7800 X3D qui arrive dans pas très longtemps, qui devrait même avoir de meilleures performances en jeu que ce 7900 X3D. Alors certes, il sera moins performant en applicatif, mais on n'aura pas tous ces problèmes que l'on peut rencontrer avec le 7900 X3D d'un point de vue software, on n'a pas de driver et de machin. Ici, le 7800 X3D, lui, il va fonctionner à fond de balle tout le temps, on n'aura pas de questions à se poser. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le 7900 X3D à l'heure actuelle. Donc personnellement, pour la tranquillité d'esprit, si je dois choisir entre le 7800 X3D et le 7900 X3D, il n'y a pas photo, et en plus il est moins cher. Donc certes, mes applications iront peut-être un petit peu moins vite, mais le 7800 X3D, ce sera pas non plus un total manche de ce côté-là, hein. Pour rappel, un 7700 ou 7700X, on est au-dessus d'un 5900X de la génération précédente, hein, donc il n'y a rien qui va mal. Et si on cherche vraiment juste les performances gaming pour le moins cher possible, on a toujours sur la M4 le 5800X 3D qui reste très intéressant, puisqu'on peut se faire un 5800X 3D, une petite carte mère et de la RAM pour probablement moins cher que ce 7900 X3D tout seul. Bon alors certes, les performances applicatives sont pas du tout les mêmes, mais bon, on peut tout faire également avec un 5800 X3D, hein. Il n'y a rien qui va mal, hein. Ça sera juste plus lent, et tout fonctionne. Est-ce qu'il y a vraiment absolument besoin de mettre aussi cher dans ce 7900 X3D par rapport aux autres processeurs de la gamme AMD? Je suis pas persuadé. Et chez Intel c'est pareil, le 13600K par exemple, ça reste une alternative tout à fait viable. Du côté applicatif, c'est très bon. Du côté gaming, c'est très bon également, et c'est beaucoup moins cher que ce 7900 X3D aussi. Et j'avoue que je sais pas du tout quoi penser des derniers lancements d'AMD, hein, que ce soit du côté des processeurs ou des GPU. Enfin, pour moi, il y a des choses qui n'ont absolument aucun sens, puisque bon, les Ryzen 7000, on l'a vu, c'est sorti trop cher, les prix ont dû baisser assez rapidement derrière, et c'est vrai qu'en dehors d'avoir une mauvaise image de marque, qu'est-ce qu'AMD a accompli ici avec sa plateforme AM5 jusqu'ici? Pas grand-chose. Avec RDNA 3, c'est pareil. Alors la 7900 XTX, pourquoi pas, hein. Elle est mieux placée que la 4080 au niveau du performance-prix, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était pas compliqué non plus. Mais c'est vrai que la 7900 XT, par contre, par rapport à la XTX, n'avait aucun sens. Et c'est pour ça qu'elle s'est pas vendue non plus. Ce qui fait qu'on se retrouve là, depuis quelques semaines, à voir le prix chuter de plus en plus. Quel était l'intérêt de sortir cette 7900 XT? Enfin, tout le monde le disait avant même sa sortie, hein. C'est trop cher, ça n'a pas de sens. Et ça n'avait pas de sens. Et ça s'est pas vendu. Là, le 7900 X3D, ce sera exactement la même chose. Et ça se vérifie déjà dans le commerce, ça fait une semaine que c'est sorti. Le 7950 X3D, alors certes, il est très cher, mais il y a un public pour. Alors il n'y avait pas beaucoup de stock apparemment, mais tout ce stock a été vendu. Le 7900 X3D, par contre, aucune difficulté pour le trouver, hein. C'est en stock partout, personne n'en veut. Donc si la stratégie d'AMD c'était de donner envie d'acheter le 7900 X3D et le 7950 X3D en sortant le 7800 X3D plus tard, ça n'a pas été une franche réussite, hein, puisque bon, les joueurs vont juste attendre le 7800 X3D, et ceux qui voulaient absolument les meilleures performances à la fois en applicatif et en gaming, eux ils vont se diriger vers le 7950 X3D, et ils vont juste attendre qu'il soit en stock. Et j'ai même envie de dire qu'au final, ceux qui n'ont pas trop envie d'attendre se dirigeront peut-être même vers la concurrence, plutôt que de prendre un processeur AMD ici. Vu tous les petits problèmes qu'il y a avec ce lancement, personnellement je serais pas surpris, et c'est vrai que pour la tranquillité d'esprit,
un 13700K ou un 13900K, on le met dans sa bécane, on sait que ça va marcher, il n'y aura pas de problème. Puisque là, le 7900 X3D, personnellement, quand je l'ai testé, c'était quand même particulièrement pénible, puisque la plupart du temps, la question que je me posais, c'est est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelconque ici? Est-ce que c'est les vraies performances? Et au final, j'en suis toujours pas persuadé. Donc bon, il y a un moment, il fallait bien que je sorte les chiffres et le test, mais j'ai toujours beaucoup de doutes sur certains jeux, et je vois pas trop ce que je pouvais faire de plus, puisque j'avais fait tout ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne de manière optimale. Si ça marche pas bien, on l'a vu par exemple avec Yakuza, là j'avais pu bloquer les corps, mais il y a d'autres jeux où j'ai essayé de le faire, et ça changeait rien du tout. Donc est-ce qu'il y a vraiment des mises à jour qu'AMD a besoin de faire avec la game bar, avec les drivers, j'en sais rien, mais il y a très clairement des jeux où moi le comportement du 7900 X3D était plutôt suspect. Et quand je fous 700 balles dans un processeur, j'ai pas envie de me poser la question de savoir si tout fonctionne bien et si toutes les étoiles sont bien alignées pour que le 7900 X3D m'offre les performances qu'il est censé me donner. Sinon, plus largement, au niveau de la gamme X3D dans son ensemble, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que, encore une fois, les jeux où le 5800 X3D était très bon, on voit que c'est toujours le cas pour les 7900 X3D, même si on a certains jeux ici où c'était plutôt questionnant, donc ce sera à confirmer avec le 7800 X3D, mais c'est vrai que s'il y a certains jeux ou types de jeux dans lesquels la gamme X3D est vraiment très bonne, et que ce sont des jeux très importants pour vous, que vous y jouez énormément, type Assetto Corsa, certains MMORPG, même Star Citizen ou Flight Simulator, c'est vrai qu'à ce niveau-là, tous les processeurs de la gamme X3D jusqu'ici sont vraiment très bons, et c'est un argument même par rapport à la gamme d'Intel, si ces jeux sont très importants pour vous. Par contre, si c'est pas vraiment un argument hyper important, c'est vrai que du coup la concurrence actuellement propose des choses très intéressantes. Donc, comme bien souvent du côté des processeurs depuis quelques mois, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas vraiment de hyper mauvais choix. Si vous préférez absolument une marque par rapport à l'autre, vous avez des choix qui vous offriront de très bonnes performances en applicatif ou en gaming, ou les deux. Et au final, c'est très comparable, encore une fois, il n'y a pas de différence énorme entre les deux marques, même s'il y a très certainement des jeux où le 7000 X3D est meilleur que la gamme Intel, tout comme il y a des jeux où les processeurs Intel sont plus performants que même ces processeurs X3D, donc à voir. Soit vous avez une affinité avec une marque plutôt que l'autre, prenez le meilleur processeur dans ce cas-là, chez une marque plutôt que l'autre, et si vous vous en foutez, prenez juste le meilleur ratio performance-prix. Il n'y a pas vraiment d'état d'âme à faire ici. Alors certes, on a aussi l'argument de la plateforme et de sa durée de vie. La M5 actuellement, c'est encore le tout début. De ce que dit AMD, ça devrait durer pendant plusieurs années, ce qui n'est pas le cas de la plateforme Intel à l'heure actuelle. Est-ce que c'est quelque chose à mettre dans la balance? Est-ce que c'est important pour vous ou pas? Je sais pas, puisqu'on ne peut pas non plus prédire l'avenir. Est-ce qu'AMD va vraiment tenir promesse? Est-ce que les futurs processeurs seront bons? Est-ce qu'ils seront à un tarif abordable? Est-ce qu'Intel nous proposera pas une dinguerie dans les années qui viennent? Je suis incapable de le dire, donc c'est un pari sur l'avenir. À vous de voir si ce pari avec la M5 vous paraît intéressant ou pas. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce 7900 X3D. Alors c'était à la fois intéressant et très frustrant à tester, et j'ai passé beaucoup plus de temps sur ce processeur que sur beaucoup d'autres, tout simplement parce que j'étais jamais sûr de ce qu'il me proposait au niveau des performances. Et j'ai dû vérifier certains jeux, des dizaines de fois. Je suis même allé rebencher certaines fois le 5800 X3D pour m'assurer que vraiment tout allait bien. Peut-être le jeu avait baissé au niveau des performances, mais non, c'est juste ce 7900 X3D qui parfois a un comportement plutôt étrange. Alors est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les jeux? Est-ce que c'est Windows? Je sais pas, mais en tout cas, c'était bizarre. Et c'est un petit peu là un des problèmes majeurs pour lui, même en dehors du tarif, c'est qu'au final on n'est jamais vraiment très sûr que tout fonctionne comme c'est censé fonctionner, et j'espère vraiment qu'AMD va faire en sorte de corriger tous les problèmes qu'il peut y avoir avec ce processeur à l'heure actuelle. Donc bref, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!